On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs politiques ce soir. Je salue Sarah El Héry, bonsoir, députée MoDem de Loire-Atlantique. Honneur aux dames. Nous avons Bruno Bonnel de La République En Marche, bonsoir. Député du Rhône, bonsoir. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Député Rassemblement National du Nord. Et nous avons Hugo Bernal ici, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord. Et nous sommes toujours bien sûr avec Karim Zerebi qui nous accompagne dans Punchline. On va évidemment parler de ce grand débat. Il se termine dans 2 jours, vendredi soir, pour la partie en tout cas Internet et plateformes numériques. 70% des Français pensent qu'il ne permettra pas de résoudre la crise selon un sondage Elab. On va écouter le président Macron qui était en déplacement, il l'est toujours au Kenya, à Nairobi. Il évoque ce grand débat. Nous avons bien vu qu'en tout cas, les éléments de taxation qui à un moment avaient accompagné cette stratégie ne sont pas acceptables dans un contexte de prix du pétrole élevé. Et donc, l'une des sorties du grand débat sur le plan de la stratégie nationale, c'est d'avoir une approche sociale et environnementale qui permette d'avoir un vrai volontarisme en termes de réduction de nos émissions en matière de mobilité. Et je souhaite qu'on aille plus loin. On ne peut pas aller en retrait. Ça veut dire plus d'innovation en termes de mobilité collective. Ça veut dire plus de volontarisme sans doute en termes de stratégie de transport collectif. Et ça veut dire réussir à trouver le bon mix et la bonne stratégie d'accompagnement, en particulier social, pour nos concitoyens, pour réduire ces émissions. Voilà, donc le grand débat et des explications, on va dire, un peu confuses à propos de ces sorties du grand débat. Allez, Bruno Bonnel, c'est dans 2 jours. Qu'est-ce qui va en sortir ? D'abord, il en sort un soulagement. Les gens se sont parlé. Et je crois que c'est important. Moi, j'en ai organisé plusieurs. J'en ai eu 5 dans ma circonscription et j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin de parler. Besoin d'expression. D'ailleurs, ils étaient timés avec pendant 1 heure, vous ne faites que parler et c'était le moment à la limite le plus intéressant. Puis après, vous proposez. Et les propositions sont effectivement de l'ordre de la justice fiscale, de la justice sociale, beaucoup de réflexions, mais avec des idées qui restent à former. Donc maintenant, il y a du boulot de diagnostic à faire, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite du boulot de proposition. Ceux qui croient effectivement que le 15 mars à minuit, on va avoir une liste de courses pour régler le problème, à mon avis, ils vont être déçus. Ça ne sera pas la tendance. Hugo Bernal, ici, ce grand débat, la France Insoumise n'y croit pas et n'y a pas participé. Non, on n'y a pas. Enfin, en tout cas, les parlementaires n'y ont pas participé, on n'en a pas organisé. Et on n'y croyait pas dès le départ parce qu'effectivement, ce qu'a dit le Premier ministre devant les députés de la majorité, c'est qu'il y a le risque déceptif est grand. C'est joliment dit, mais c'est que en gros, tout le monde va être déçu à la fin. Et on le sait depuis le début que tout le monde va être déçu à la fin. Donc oui, nous ne voulions pas être associés à cette déception-là, parce qu'on pense qu'il faut faire des propositions politiques ambitieuses. Et donc le chef de l'État a beau dire oui, il faut qu'on innove dans nos mobilités, c'est toujours le même jargon, le même langage technocratique. Écoutez, il ne fallait pas faire la réforme de la SNCF telle qu'elle est là, parce qu'on va avoir des petites lignes qui vont fermer. Oui, il faut remettre du pognon, un pognon de dingue dans les transports en commun. Oui, il faut faire toutes ces choses-là. Et c'est bien le problème de la politique d'Emmanuel Macron, où il dit une chose et c'est une note qui est faite avec des conséquences qui sont néfastes pour l'intérêt général. Donc ce grand débat, je ne sais pas comment ils vont s'en dépêtrer et c'est pourquoi la mobilisation continue. Sarah El Héry. Non, je suis absolument pas d'accord. Ce grand débat, c'est une chance pour notre pays. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi aussi, j'en ai organisé plus d'une dizaine, 15 environ sur mon territoire. Et ce qui s'est passé, ce sont des gens qui se sont parlé, ce sont des gens qui se sont saisis. On a la chance d'avoir dans notre pays des Français qui sont politiques, qui sont venus débattre, s'écouter, se respecter. Et finalement, j'ai envie de vous dire, moi je pense que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de notre pays. Et qui aurait cru qu'on aurait fait des mesures d'urgence, qu'on aurait mis 11 milliards sur la table juste avant la crise? Moi je pense qu'il va y avoir des surprises. Et à la différence de vous, je ne lis pas dans une boule de cristal. Je pense que ce qui va arriver va être positif. Parce que c'est nécessaire aujourd'hui dans notre société. Et les sujets sont divers. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Un point. Qu'est-ce qui est plus positif ? Plus de justice dans beaucoup de choses. Non mais c'est quoi plus de justice concrètement ? Parce que c'est bien plus de justice. Tout le monde est pour plus de justice. Vous êtes pour plus de justice, vous ? C'est une réforme fiscale. Toucher la TVA, c'est améliorer la TVA sur les produits de première nécessité. C'est revoir l'impôt sur le revenu. Vous savez, moi ce que j'ai entendu, ce sont des Français qui croient dans leur pays. C'est des Français qui ne sont pas défaitistes. Et j'ai envie de vous dire un truc. Mais c'est personne n'a dit le contraire. Au bout de 40 ans, c'est quoi ? Pourquoi il y a ce sentiment ? Je comprends les 70% qui disent ils pensent que ça ne va pas résoudre la crise. Voilà. Mais je comprends parce que ça fait 40 ans qu'on voit quoi ? Des gouvernements qui ne vont pas au bout. Là, on peut faire tous les reproches qu'on veut. En attendant, le président de la République, quand il a dit des choses, il les a faites. Et jusque maintenant, c'est vrai. Il s'est engagé, il a voulu lancer ce grand débat. Alors moi, je pense que c'est une chance pour notre pays. Sébastien Chenu, c'est une chance pour notre pays ou pas, ce grand débat ? Des gouvernements qui ne vont pas au bout. Ils ne vont même pas au bout d'une politique puisqu'ils continuent le grand débat sans savoir jusqu'où ils vont. Moi, je crois que
il faut remettre les choses à l'endroit. Ce grand débat, il vient d'une raison toute simple, c'est que les Français n'ont pas adhéré à la politique d'Emmanuel Macron, et quand je dis n'ont pas adhéré, c'est un doux euphémisme. Donc Sarah nous dit c'est formidable, c'est exceptionnel. Non, c'est surtout l'échec d'une politique. Il n'y aurait jamais eu de grand débat si les Français avaient adhéré à la politique d'Emmanuel Macron et si les gens étaient contents. C'est surtout l'échec, ça marque l'échec d'une méthode et d'une politique. Alors maintenant, où on en est aujourd'hui ? D'abord, ce grand débat, c'est un succès très relatif. Je reprends les chiffres qui ont été avancés par le Cevipof, par exemple. Ça concerne très peu de gens, toujours les mêmes, etc. Moi, j'ai voulu participer. J'ai organisé deux débats. Non, mais j'ai organisé deux débats dans ma circonscription parce que à partir du moment où on nous donne la parole, on s'en saisit. Alors évidemment, les remontées des habitants de ma circonscription n'ont peut-être pas fait plaisir au Premier ministre à qui j'ai remis les conclusions, mais ils ont le droit à la parole et j'ai voulu leur donner. Pascal Perrineau nous dit, j'ai des réserves aussi sur la neutralité de ce grand débat. Les garants ne siègent même plus à Matignon lorsqu'on fait les réunions. Il y a eu 2 réunions liées au grand débat à Matignon. Les garants ne siègent même plus. Je crois qu'ils ont bien compris qu'ils s'étaient fait instrumentaliser. Donc ce grand débat, ce n'est pas du tout une réussite comme on essaie de nous le dire, mais surtout, il n'y a pas de sortie. Parce que si la sortie à la crise sociale, pouvoir d'achat, à la crise de représentativité, c'est plus de taxes, comme il semble se dessiner, c'est-à-dire le concours Lépine des taxes où tout le monde à La République En Marche a une bonne idée pour aller piquer un peu plus de fric dans la poche des Français, entre ceux qui veulent augmenter l'IFI, ceux qui veulent augmenter les taxes sur les successions, la taxe carbone. De l'autre côté, on a l'essence qui remonte. C'est-à-dire que j'ai l'impression mon petit doigt me dit que c'est un tour de piste qui en fait nous aura ramené à la case départ, qui fait que les augmentations vont continuer, le gouvernement va continuer d'essayer de faire les poches des Français pour financer un déficit qu'il ne maîtrise absolument pas et une politique qui ne bénéficie pas aux Français ou alors à une très faible minorité d'entre eux. Et moi je pense que ce grand débat, nous l'avions dit, ça a quand même tout l'air d'être un grand enfumage dont le gouvernement ne sait même plus sortir, ne sait même pas se dépatouiller. Alors il se gargarise et moi j'aurais commencé par présenter des excuses aux Français pour avoir mis le pays dans cet état-là. Bruno Bonnell. Bon, d'abord, sur le concours Lépine des propositions des ministres. Avant Sérieusement. le concours Lépine, sur les chiffres, on aurait pu s'en passer. 16 000 cahiers de contribution, c'est une mairie sur 2 en France. Donc déjà, il faut ramener un peu les choses. Qui va les lire ? Non, mais il y a un algorithme. Non, pas un algorithme. Ces cahiers sont en train d'être numérisés. D'accord. Ensuite, il y aura effectivement dans ces cahiers la recherche de consensus national. De mots-clés. Et on tirera de mots-clés. Avec un algorithme. Non, mais algorithme ou pas algorithme, l'idée, c'est de faire un rassemblement des propositions qui génèrent le plus d'intérêt. Maintenant, le concours Lépine, il est évident et il est normal à ce stade. Puisque là, c'est de dire quelles idées nouvelles peut-on générer par rapport aux attentes des Français. Il ne faut surtout pas prendre ces propositions comme des décisions ou des conclusions. Non. Ça serait quand même une Vous erreur. n'avez pas une idée d'une petite taxe là à nous donner ce soir ? Non, moi ce soir, j'ai pas d'idée de petite taxe. Je pensais que tout était dans le programme du président de la République, moi. Non, tout. Ça avait été plié il y a 18 mois, 19 mois. Mais vous savez, le paradoxe. Qui sont où vos argumentaires de d'habitude ? Le paradoxe, si vous étiez venu à mes grands débats, et je vous ai invité, je vous rappelle, je vous ai déjà invité. Je sais. Ça fait déjà 2 fois que je vous ai invité, vous n'êtes pas venu. Eh bien, vous auriez entendu que beaucoup de choses qui sont réclamées par les Français sont effectivement dans le programme. Et ce n'est pas un hasard, puisque ce programme, il a été élaboré avec une grande marche qui a été à l'écoute des Français pendant elle-même 18 mois. Donc, il y a une logique à ce que les gens C'est à se demander pourquoi les gens se sont mobilisés, pourquoi la masse des Français était derrière les Gilets jaunes. Enfin, tout ça est très étrange, quand même. Mais parce que beaucoup de contradictions dans votre analyse. Les revendications, Sarah, elles sont profondes. Quand on oui, voit et légitime, la vous pouvez rajouter légitime. Bien sûr, légitime. Je suis tout à fait d'accord. Quand on voit des salaires qui n'augmentent pas, on peut se poser légitimement la question. Quand on voit le classement Forbes en parallèle, clairement, on peut se poser des questions. Quand aujourd'hui on voit la situation de travailleurs qui n'arrivent pas à vivre, c'est légitime. Quand on voit ce que vous avez voté, ce que vous avez voté, c'est légitime de ne pas être content. Mais quand on voit que vous êtes allé chercher l'argent des Français qui n'avaient pas la possibilité, qui payaient tous la même chose à la pompe à essence alors que leurs revenus étaient différents. Quand vous avez laissé faire ça, on comprend qu'ils ne sont pas contents, les Français. Allez au bout de la démarche. Vous savez, c'est quoi la différence de ce gouvernement et de cette majorité ? C'est qu'il est moins populaire. Eh bien non. Ce qui est la vraie différence, c'est que quand on se trompe, on corrige. Et ça, c'est nouveau. Parce que oui, la CSG... Vous avez corrigé quoi ? Bien sûr, la CSG. D'ailleurs, le modem vous avez modifié avait le été... curseur, vous n'avez pas changé de politique. Le modem vous avez bougé le curseur. était pour un vous avez curseur bien accéléré plus des choses, élevé. ralenti d'autres. Parce que, qu'est-ce qui a été dit au moment de l'élection ? C'était...
Aujourd'hui, on doit baisser le coût du travail parce que ceux qui travaillent doivent mieux vivre. Et ça répond à une des demandes légitimes. C'est pour ça que vous n'avez pas augmenté le SMIC, mais la prime d'activité. Légitimement le fait qu'aujourd'hui, avec un SMIC, on ne peut pas vivre décemment. Vous légitimez ce principe. Que le travail n'est pas rémunérateur. Le travail paye. C'est que quand on travaille, on puisse vivre dignement. C'est ça. Karim Zerebi, Le contraire que vous faites. votre avis. Les échanges incarnent assez, je crois, le pouvoir. Et vous avez fait de la politique, vous aussi. Oui, hein, d'une longtemps. difficulté pour nos concitoyens d'adhérer à la politique. On voit de part et d'autre des positions, j'allais dire, un peu excessives. Les uns font beaucoup d'autosatisfaction, vont nous expliquer que Grand Débat, c'est fantastique, et qu'effectivement, donc on croule sous les propositions, la mobilisation citoyenne, et qu'on n'a jamais vu ça. Et attendez le produit de sortie, il va être magnifique. Et les autres vont nous expliquer que ça ne sert à rien d'y participer, c'est déjà perdu d'avance. La vérité, elle est certainement un peu entre les deux. Ce débat n'a pas levé les foules. Chacun le saurait. 160 000 contributeurs sur le site, 300 et quelques mille propositions. On ne peut pas dire quand même que sur 66 millions de Français, donc ça a élevé les foules. Quand on a Pascal Perrineau, un des garants du grand débat, qui nous explique quel est le corps, je dirais, sociologique de ceux qui ont participé au grand débat. Il nous explique que c'est plutôt des gens qui allaient voter habituellement et plutôt des gens qui allaient voter pour la majorité. Donc, et effectivement, ça n'a pas drainé de dynamique chez ceux qui étaient éloignés de la classe politique. Alors que nous savons que le mouvement des Gilets jaunes qui est né le 17 novembre donc, a fait sortir de la maison des gens qui n'étaient pas syndiqués, des gens qui n'étaient pas politisés, des gens qui ne votaient pas, qui ne croyaient plus en rien et qui avaient envie malgré tout, parce qu'ils n'en pouvaient plus, de dire leur souffrance et leur colère. Est-ce que ces gens-là ont joué le jeu du grand débat ? La réponse est non. Moi, je le regrette. Et on peut le regretter collectivement. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, très franchement, c'est pas qu'on se dise ça a été fantastique ou ça n'a pas marché. Quel est le produit de sortie ? Et quand ? Parce que très franchement, quand j'entends le calendrier qui est proposé et qui nous dit maintenant on va avoir un mois de conférence régionale, 15 avril, et puis ensuite on va avoir les élections européennes, et puis ensuite au mois de juillet on va commencer à préparer des choses. Et peut-être qu'à la rentrée, on aura quelques textes législatifs et des propositions qui viendront les unes après les autres. Non, mais quand j'entends ça, je prends peur. Je vous le dis. Je prends peur parce que je me dis, mais franchement, on a été hyper rapide. Allez, la réponse pour de Bruno baisser l'ISF, pour baisser l'APL, pour augmenter la CSG des retraités. Pourquoi on n'a pas la même rapidité pour répondre aux souffrances des Français ? Alors, Et je les m'interroge. milliards d'euros Sans être partie prenante, je m'interroge. votre réponse. Il a raison. Deux remarques par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut arrêter cet entretien de l'idée qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Il y a bien une mobilisation. On ne pouvait pas dire quand il y a eu 10 000 réunions sur toute la France qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Alors après, on peut s'interroger collectivement, tous les partis autour de cette table, sur est-ce qu'on a réussi à raccrocher la politique aux Français. Pour une certaine partie de la population, je suis persuadé que oui. Pour la grande majorité, je suis persuadé que non. Ça, c'est un échec collectif. Non, mais c'est bien déjà. Et c'est pas la majorité. Ceux qui ont été aux responsabilités. Non. Non, mais c'est l'échec de ceux qui ont été aux responsabilités, Bruno. Écoutez, moi j'ai fait des grands débats, j'ai interrogé les personnes qui m'ont dit on a du mal à amener nos enfants, on a du mal à amener nos cousins, nos amis, etc. On est là parce qu'on y croit, mais on n'arrive pas à entraîner le truc. Donc ça, c'est un échec collectif. La deuxième chose, je le répète, c'est que ce n'est pas un coup de baguette magique. Il y a de nombreux textes qui ont été votés depuis 20 mois, qui vont porter leurs fruits maintenant et qui apporteront une partie des solutions. Donc on ne va pas en permanence travailler dans le déséquilibre de l'urgence. Il est temps de construire un petit peu ce projet. Moi, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes, ça nous a imposé une exigence. Mais ça ne doit pas, pour le temps, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On va se précipiter dans des solutions improvisées. Je rejoins l'idée du concours Lépine. Je vais vous dire là sincèrement, dimanche à Chartres, je les ai vues les propositions de mon propre groupe, La République En Marche. Il y en a certaines, j'ai dit, mais ça sort d'où ? C'est rock'n'roll ou pas ? Il y a des choses très surprenantes. Et par exemple, il y a des propositions comme les élus ne doivent plus travailler, doivent avoir juste un travail, une fonction de député, et ne doivent plus avoir de travail. Moi, je pense aux médecins qui sont élus, qui doivent raccrocher, aux entrepreneurs éventuellement. C'est pas si dingue comme proposition. On a eu le débat en tout début de mandature sur la loi de confiance dans la vie politique. En fait, ce grand débat... Pas suivi le débat, chers collègues, mais... Ce grand débat, j'étais là. ce grand débat, c'est l'histoire sans fin.
En fait, on voit bien parce Ça que va se finir non, vendredi. c'est aussi non, c'est aussi c'est la semaine l'histoire prochaine à la de la Sorbonne. société française. Ce que je veux dire, c'est que En Marche n'a rien inventé. Des réunions de quartier, il y en a depuis très longtemps. Même Ségolène Royal, lorsqu'elle était candidate au présidentiel, proposait que les gens puissent se débattre et une sorte de démocratie participative. Ils n'ont rien inventé. Ils ont été acculés à donner la parole aux Français parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment se sortir de cette histoire. Et ils ne savent toujours pas d'ailleurs. ça leur a permis de Les faire conférences campagne. citoyennes, Faut le les dire, conférences quoi. Bon. citoyennes, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est 100 Français par département ou par région. Par région. On va voir. Mon petit doigt me dit qu'ils ont un petit peu Il de vous mal dit à les beaucoup de choses, trouver. ce soir, Il mon me dit petit beaucoup de doigt. choses, mon petit doigt, mais vous savez, il est bien connecté. Il est bien connecté, mais tant qu'il fait pas de vilain geste, ça ira. Absolument. C'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal à les trouver, ces Français Ah, mais s'ils volontaires, voudront pas tirés au hasard Mais sur c'est le les, week-end. sur les annuaires téléphoniques ou en tous les cas sur les abonnés au téléphone. Ils vont avoir beaucoup de mal à les trouver et les garants, visiblement, qui étaient partis Oui. très ambitieux, le sont un petit peu moins. En démocratie, lorsqu'on veut clore un chapitre politique, on va à l'élection ou au référendum sur un sujet qui clive, ou alors on dissout l'Assemblée nationale pour repasser un contrat de confiance avec les Français. Ces deux solutions, il faudra bien que le président de la République s'y soumette à l'une ou à l'autre, voire aux deux. Un référendum sur des sujets sur lesquels il y a débat dans notre pays, Ça, c'est pas réindexation exclu. des retraites, On l'a pas non, mais exclu. réindexation C'est pas des... Oui, absolument mais pas pas sur un sujet qui fasse consensus. comment c'est Si c'est pour nous dire, est-ce que vous préférez le soleil ou le printemps, bon, effectivement, c'est pas très intéressant. Sur des sujets qui ont du sens et qui peuvent avoir donner une inflexion très forte à la politique gouvernementale, ou alors on repasse, le président repasse un contrat de confiance avec les Français. Et sincèrement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Aujourd'hui, il y a un décalage très fort entre les Français, leur représentation à l'Assemblée nationale, ce qu'ils pensent, leurs attentes, Ah, vous- et cette vous majorité, prêchez pour votre paroisse, évidemment. cette majorité On va faire le match. qui pédale dans la semoule depuis maintenant des mois. Je voudrais demander quand même aux deux personnes qui sont les représentants de la majorité autour de cette table, quand même leurs sentiments. Vous comprenez qu'on puisse douter à un moment donné quand on voit les ministres, semaine après semaine, faire des sorties dans la presse pour faire ce concours Lépine de mesures dans le cadre du grand débat. Finalement, ce grand débat nous donnait le sentiment que c'était un grand débat de la majorité. Grand débat de la majorité parce que chaque ministre sortait sa petite proposition et le lendemain, ce ballon d'essai était, je dirais, balayé d'un revers de main. On disait, les niches fiscales, non. Darmanin, on ne les touchera pas. Imposer l'impôt pour tous, non, on ne le fera pas. Donc, je veux dire, on ne comprend pas. On a besoin d'avoir un cap. Les Françaises et les Français se disent où veut nous mener ce gouvernement? Nous, on a crié parce qu'on souffrait. On a dit qu'on avait des fins de mois difficiles. Et on voit les ministres, quand même, chacun faire leur proposition sans savoir vraiment quelle est la direction. Ensuite, on a le groupe La République En Marche qui fait un panel de propositions. Mais finalement, celui qui va décider de tout, on le sait, c'est le président de la République. Il a déjà les clés, il le sait. Et derrière, on a vu que ce grand débat lui a permis de se remettre en selle, au centre du jeu. La réalité, moi je ne suis pas contre que le président se remette en selle. Mais ce qui m'importe, c'est que le pays se remette en selle. Est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que le président de la République va avoir la volonté politique de revoir son logiciel? Son logiciel qui est à Paris un peu injuste dans la politique qu'il a menée au cours des 18-24 premiers mois. C'est ça la vérité. Est-ce que vous avez des éléments, vous? Parce que j'ai l'impression que vous découvrez aussi les choses un peu comme nous, dans la presse, dans les sorties du président. Il désavoue ses ministres, il désavoue ses députés, sa majorité. Est-ce que vous avez des éléments? Rassurez-nous. Rassurez-nous. On pourrait résumer les choses en deux mots. Quel bordel! Mais non. Alors, Sarah, Eh bien, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas ce que vous dites. Ce que j'ai vécu, c'est un moment, effectivement, de démocratie très vivante, avec des propositions qui vont plus ou moins loin. Par contre, la vraie réalité, c'est quoi? C'est quand on va poser le constat collectif, et que ce constat, il faut absolument que tous les Français s'y retrouvent. Et là, ça sera l'épreuve de vérité. Parce que, mine de rien, l'engagement du pays, vous pouvez dire que une partie de la population ne s'est pas saisie. C'est vrai, sauf que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a donné l'opportunité à tous les Français de participer. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur la cacophonie? Bien sûr que si, Ils n'ont j'arrive. pas de réponse. Mais Ils n'ont pas de réponse. c'est pas une cacophonie, c'est la liberté de débattre et de partager. Et moi, je suis pas évidemment contre. Il va y avoir un temps. Il va y avoir un temps de référendum. Je pense que c'est nécessaire. Il va y avoir un temps législatif aussi, mais il va y avoir surtout. Donc vous nous assurez qu'il y a un référendum? Moi, en tout cas, je milite pour. Oui, il y aura un temps pour ça Vous parce n'avez que aucune l'expression. certitude là-dessus. Non, D'accord. Et Non, mais je suis pas aujourd'hui, des est-ce que députés de la majorité. est-ce que On aujourd'hui, est le vous avez 15 des mars. certitudes On a le droit quand même d'avoir des infos. Moi, je considère que c'est nécessaire, que ce n'est pas à balayer. savoir. Et ce temps démocratique, il arrivera. Par contre, il n'y a pas que ça. Quand on voit aujourd'hui l'ensemble des débats, il y a une question démocratique profonde. C'est quoi le malaise? Quand on voit aujourd'hui le taux d'abstention de notre pays, on a bien un problème démocratique.
Qu'est-ce qui arrive aussi dans ces grands débats? La question du vote blanc, la question peut-être du vote obligatoire, la question de la représentation, la question du référendum d'initiative. Oui, proportionnel. Dites- C'est ça que vous avez rejeté parce que dites c'était par voie d'amendement pendant la loi confiance dès le début de la Dites pas mandature. ça, parce qu'on a aussi défendu la proportionnelle, et vous savez très bien que le MoDem, il est pour, parce qu'il faut que notre Assemblée ressemble plus à la société, ressemble plus au courant politique. Le MoDem n'a jamais été Histoire pour une de se petite donner dose. bonne Nous conscience, sommes quoi. foncièrement et historiquement pour que l'Assemblée nationale représente plus les courants. Pourquoi? Parce que c'est cet élément qui est nécessaire à la confiance. Mais qu'est-ce que vous faites dans la Cette majorité confiance, elle si est c'est ça que vous essentielle. pensez? Allez, dernier Parce mot, que c'est Bruno comme ça Bonnel. qu'on avancera. C'est une blague. Je crois que, vous savez, c'est intéressant de voir que cet objet politique qui est la République en marche, parce que c'est un nouvel objet politique, ni droite, ni gauche, et Surtout qui est Emmanuel Macron. associé avec le MoDem dans la majorité, il a aussi une zone d'expression. Et je pense que le cap, il n'a pas changé, c'est un cap de transformation. Transformation, c'est difficile. Et c'est par tâtonnement, c'est parfois par essai, par expérimentation. Parce que c'est la vraie vie. Et en fait, il est beaucoup revenir sur le plus... droit de Mais- succession. non mais Ouais, attendez, toute transformation, parce que c'est la vraie vie. pas des Parce nouvelles que c'est recettes. la vraie vie. Et ensuite, il y a une intelligence collective qui va mettre en route pour arriver à mettre en place des décisions. Encore une fois, ne confondons pas vitesse et précipitation. Tout ça pour libérer Mais- les énergies, en fait. Mais Bruno ça, Bonnel, les Français ne sont pas des souris de laboratoire. Non mais attendez. Non, mais attendez, c'est pas non, du tout mais- ce que j'ai dit. non, mais- J'ai pas dit Laurent ce que j'ai dit. Ferrari. J'ai dit, je voudrais Expérimentateur. juste finir, si je peux. Oui, allez-y. On a conduit la France par des idéologies qui dataient du XXe siècle. Elles rentrent dans le XXIe avec la numérisation, avec l'écologie, les prises en compte de tout ça. Il y a les extrêmes à la France insoumise qui lancent comme ça aussi des ballons d'essai sans financement qu'on respecte. Il y a dans l'autre sens du conservatisme financé, qui veut rester avec dans le notre budget rétroviseur. proposé Il faut chaque année. conduire. Et conduire, quelquefois, c'est être un petit peu plus subtil. On se retrouve dans un instant, on fait une pause. Je vous redonne à tous la parole dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Bruno Bonnel pour La République En Marche, Sarah El Haïry pour le MoDem, qui sont alliés dans la majorité, Sébastien Chenu pour le Rassemblement National, Hugo Bernal ici pour la France Insoumise et Karim Zeribi pour CNews. On va parler de la privatisation de l'aéroport de Paris. C'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale où la loi Pacte était étudiée. Écoutez cet échange d'abord avec Bruno Le Maire et puis la réponse du Premier ministre aux inquiétudes de l'opposition. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Il y a visiblement plus de nuisances sonores à l'Assemblée nationale qu'à Roissy-Charles de Gaulle et Orly réunis. Toutes les activités qui sont aujourd'hui sous le contrôle de l'État et qui relèvent de la puissance publique resteront, après cette opération, sous le contrôle de l'État et de la puissance publique. Le contrôle des frontières, le contrôle des biens, le contrôle des personnes, c'est l'État et cela restera l'État français qui les contrôlera. La façon dont fonctionne aujourd'hui l'aéroport de Paris est largement perfectible. Je crois que vous le savez. Je crois que tout le monde le sait. Je n'attaque personne en disant cela, mais nous savons que la qualité de service, le montant des investissements, la façon dont nous organisons le hub et la coopération avec un certain nombre de grandes compagnies, y compris la compagnie nationale, ne sont pas aujourd'hui satisfaisants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la capacité d'être actionnaire à 50% et un peu plus de la compagnie qui exploite ADP n'est pas nécessairement, la preuve en a été fournie, la garantie d'une prise de contrôle réelle, d'une régulation satisfaisante du service par la puissance publique. Alors, que fait le gouvernement? Il vend les bijoux de famille. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Hugo Bernal ici. Oui, clairement, on cherche à faire des petites rentrées d'argent à court terme pour sacrifier l'intérêt général à long terme. Voilà. Alors, on nous dit on a tenu compte de l'expérience des privatisations des autoroutes. Si on avait tenu compte de l'expérience, on aurait renationalisé depuis longtemps. Or, c'est pas ce qu'on fait. Et pire, on est en train de faire la même chose avec l'aéroport de Paris. Alors, avec des trucs techniques, on explique qu'on va peut-être vendre par petits bouts ou d'un coup, on ne sait pas. Sur 70 ans, nous dit-on, je vois des tweets de la majorité sur 70 ans, d'autres nous disent non, ce ne sera pas ça la Oui, une durée. concession temporaire sur 70 ans. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'on va vendre ça au privé, enfin concéder ça au privé pour une durée quand même extrêmement longue. Et que derrière, on espère avoir un petit pécule à très court terme dont on va se servir. Pourquoi? Pour éponger la dette qui est faite par quoi? Parce qu'on a mis 11 milliards sur la table pour donner aux Gilets jaunes ce qui leur appartient déjà, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le budget de l'État. Non, enfin, voilà, tout ça est inconséquent et puis surtout irresponsable. Du point de vue du long terme, c'est irresponsable. Okay. Parce que dans 70 ans, ils seront plus là pour qu'on leur tire les oreilles. Sébastien Chenu, vous dites la même chose?
Non, je dis simplement que ce gouvernement a été spécialiste de donner des leçons à tout le monde à son arrivée, avec l'arrogance qui est devenue la marque de fabrique des députés En Marche, Bruno Bonnell excepté, évidemment. Cette arrogance qui Il y a moins d'arrogance, il me semble. consistait à dire que eux savaient Beaucoup évidemment gérer l'économie française, et pourtant le déficit s'est aggravé, les Français vivent moins bien, et donc, eh bien, pour trouver un peu d'oseille fraîche, eh ben, on vend tout ce qu'on peut vendre. Or, ADP, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement un réseau de boutiques, c'est pas simplement des aéroports, les plus grands aéroports, c'est aussi une frontière. Il y a eu des précédents, sincèrement, qui ne peuvent pas être donnés en exemple. Le petit aéroport de Toulouse-Blagnac a été privatisé. Tout le monde aujourd'hui dit que c'était une sottise absolue. Eh bien, ce gouvernement refuse d'entendre ça. Quand on nous dit ce gouvernement est pragmatique, etc., pas du tout. Il est complètement idéologue. Il considère qu'à partir du moment où il lui faut récupérer de l'argent frais pour financer ce qu'il n'arrive pas à financer, pour financer son incapacité à gérer correctement le budget de la France, alors il est prêt à sacrifier ce qu'ont construit les Français et ce qui est légitimement important dans la sécurité des Français, puisque je le rappelle, ADP, c'est une frontière, c'est même la première frontière en France. La parole à la Défense, Bruno Bonnell. D'abord, on parle des précédents. On va parler de l'aéroport de Lyon, si vous voulez bien. Qui, lui, s'est très bien passé, dont on ne parle jamais. Et au contraire, étant quand même du territoire, je peux vous dire que cet aéroport connaît actuellement un énorme développement par un mixte original, puisqu'il est contrôlé par une société, Vinci Airport, mais il a autour de la table des gens du territoire, notamment la Chambre de commerce et d'industrie qui travaillent avec lui. La deuxième remarque, c'est que la vraie question derrière ça, c'est quoi un État stratège sur le plan économique ? Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Bruno Le Maire. Les frontières seront toujours contrôlées par l'État français, les biens, les personnes. On ne va pas refaire de la technique. Évidemment qu'il n'est même pas question de vendre une idée de souveraineté. Mais le béton, les murs, l'hôtellerie, le parking, le centre commercial, c'est ça l'État stratège ? Le pognon, quoi. Ou c'est investir ? Non. Si, on Attendez, donne le pognon au l'argent, privé, c'est nous tout. avons déclaré, et je le répète dans le cadre de la loi Pacte, que cet argent est destiné à aller dans un fonds qui va rapporter 250 millions d'une façon constante par an, à l'inverse des dividendes qui fluctuent chaque année, qui cette année sont de 170 millions et 80 il y a 3 ans. Mais il y avait une solution, Bruno. Attendez, Et il servira à quoi ce dans fonds un fonds sur les investissements d'avenir, les innovations, l'intelligence artificielle, la robotique, la biologie, c'est du pipeau. l'écologie. Mais attendez, si tout est du pipeau, c'est du pipeau il n'y pour a une plus de simple et politique. bonne raison. Non mais Bruno Bonnell, vous venez de nous dire, il y a des dividendes. Il fallait utiliser ces dividendes et les flécher sur le fonds d'innovation, même si ces dividendes ne sont pas les mêmes chaque année. Et ça permettait de créer ce fonds d'innovation. Les dividendes pouvaient permettre à cela sans vendre ADP. Il y avait cette possibilité de fléchage, ce que vous n'avez pas choisi. C'est un peu technique, hein, Non, mais c'est cette forcément discussion-là. technique. Non mais c'est forcément technique parce qu'il y a d'un côté un camp qui dit on vend le passé, c'est un scandale, et un camp qui dit il faut investir dans l'avenir. Je vous reparle toutes les de la oppositions, France. quand même. C'est pas n'importe quel camp, quoi. Toutes les oppositions réunies, oui. Mais Ah, peut-être. non, Karim, mais ça fait plusieurs fois qu'il y a un toutes petit les mot oppositions là-dessus contre vous sur des sujets de fond qui normalement sont plutôt clivants. Bah, celui-là n'est pas un sujet de fond. Non, Ah si, c'est un sujet de fond, bon sang. Je ne crois pas que ce soit si technique que ça, que d'évoquer effectivement le rôle de l'État stratège et d'analyser ses choix. En fait, moi, ce qui me dérange, et là où je m'interroge, l'État, sur des sujets qui ne sont pas régaliens, ne cède jamais ce qui ne rapporte rien. Et alors que quand ça ne rapporte pas, on pourrait s'interroger à le laisser au privé pour qu'il le fasse mieux fonctionner et que ça nous coûte moins, quand ça n'est pas régalien. Quand on est sur une activité qui rapporte, l'État s'empresse de lâcher l'actionnariat et de le lâcher au privé. Alors que ça rapporte. Et qu'on nous explique toute la journée qu'il faut remplir les caisses de l'État. pas l'État Qu'il qui faut. décide ça, c'est eux, hein. Et là, en l'occurrence, mais non, c'est l'État. Aujourd'hui, l'État, ce sont eux. Donc, ils ont la majorité. Et c'est un choix qui est fait par cette majorité. Et moi, je le déplore. Parce que j'ai l'impression qu'on ne tire pas les leçons du passé. Ça sert à quoi, le passé ? Quand même, à ne pas réitérer les mêmes erreurs. Sur l'autoroute, chacun s'accorde à dire aujourd'hui que c'était une bêtise. Parce qu'effectivement, ça nous coûte encore à nous, donc contribuables, alors que c'était quelque chose qui était dans le registre de l'État, dans les caisses de l'État. Là, on est en train d'alimenter le privé qui se gave déjà, mais qui se gave encore parce qu'il augmente les tarifs et les péages d'autoroute. Et on nous dit, on ne peut rien faire, c'est privé maintenant. Là, on nous explique qu'il y aura un cahier des charges. Mais franchement, l'État a 50%. Mais pourquoi aujourd'hui il n'indique pas que les 175 millions d'euros de dividendes sont utilisés à bon escient dans un fonds tel que vous l'évoquez ? Pourquoi se désengager ? Je ne comprends pas. 75% de ce qui rapporte aujourd'hui la recette d'ADP, c'est les parkings, c'est les commerces. Que fait l'État ? L'État dit ça, on s'en occupera pas. Donc vous vous occupez plus de ce qui rapporte, vous allez vous occuper de ce qui coûte.
Donc, c'est-à-dire le contrôle aux frontières, il faut quand même des fonctionnaires, donc, et à un moment, les douanes. Ça veut dire, tout ce qui coûte, on le garde, tout ce qui rapporte, on le lâche au privé. Mais c'est incohérent. Vous êtes un chef d'entreprise. Mais franchement, si vous faites ce choix en tant que chef d'entreprise, il faut changer de métier. Il ne faut plus faire chef d'entreprise. On ne lâche pas ce qui fonctionne. Quand même, quand on n'est pas compétent en tant qu'État à gérer quelque chose qui, encore une fois, qui n'est pas du domaine du régalien, je comprends qu'on le cède au privé. Je comprends qu'on se dise à un moment donné, on n'est pas bon. Ils seront meilleurs que nous. Et il faudra en sorte que ça rapporte, ça nous coûtera moins. Mais quand ça rapporte aux contribuables, quand ça rapporte à la nation française, pourquoi vous lâchez quelque chose qui représente des bijoux de famille? Allez, Sébastien Chenu, et puis D'ailleurs, rapidement Bruno Bonnet. c'est la question qu'on pose. Pourquoi toutes les oppositions vous indiquent qu'elles sont hostiles évidemment à cela, mais vous font des propositions. Cette proposition d'utiliser les dividendes pour alimenter un fonds, elle est assez partagée en réalité. Pourquoi refuser cette proposition? Sincèrement, elle est pratique, elle est pertinente, elle permet de garder la main sur effectivement un outil essentiel de notre souveraineté et qui rapporte. On a le champion de la Terre comme président. Les propositions qui sont faites ne sont pas retenues par la République en marche. Et donc il y a autre chose, un autre intérêt. Cet intérêt, c'est combler le trou qu'ils sont en train de faire par la mauvaise gestion qu'ils font du pays. J'ai arrosé des amis au passage. Probablement. Arroser des amis au passage. Court-termiste. Il y a toujours aussi les copains dans tout ça. Ça qui est dommage. On est parti dans le complotisme, mais enfin. Non, c'est pas du complotisme. Vous voulez qu'on fasse la liste de vos donateurs? Vous voulez qu'on la fasse? Je vais faire comme si je ne l'avais pas. C'est pas du complotisme, c'est donc les intérêts convergents. Si vous permettez. Parce que vous m'avez interpellé en tant que chef d'entreprise. Et il y a un moment donné, et on le sait, Aéroport de Paris, notamment avec le Brexit, va être en concurrence avec des aéroports internationaux importants. Il y a des besoins d'investissement considérables. Je vous fais la prédiction que si j'étais à la tête de cette entreprise, je dirais, eh bien, les dividendes en tendance sur les X prochaines années vont être en chute libre. Tout simplement parce que je vais devoir faire des investissements. Vous êtes majoritaire, Investissements qui vont coûter aux contribuables. Donc arrêtez de croire que l'entreprise, ce n'est que ramasser les dividendes. Donc le privé vient pour faire des pertes. Deuxièmement, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. il faut expliquer quand même à nos compatriotes qu'on ne vend pas les bijoux de famille, on donne une concession. Je vais en citer deux autres de concessions que les gens connaissent bien. Le tunnel sous la Manche, 99 ans. Le viaduc de Millau, 75 ans. Ça ne choque personne. Là, on a dit, c'est normal, ça va bien. Là, on ne perd pas la patrimoine. Qu'est-ce que... Mais si, 70 ans, on n'aura plus les recettes. On ne les maîtrisera plus pendant 70 ans. N'importe quel marché public aujourd'hui, c'est 4 ans max, parce que c'est très bien, sinon il y a des Pas tous en même temps. Bon. Allez, en plus, il y a des garde-fous. Franchement, il y a des garde-fous. On a vu le travail de Jean-Louis Bourlange et d'Isabelle Florenz qui disent quoi? Il faut absolument que les collectivités sur le territoire puissent être actionnaires. Et c'est ce qui va être fait. Finalement, en permettant à la région Île-de-France, en permettant aux collectivités sur les territoires d'être actionnaires. Moi, je tiens comme vous à la souveraineté nationale. Je tiens comme vous au maintien. Je suis pas sûr comme nous. Je suis pas sûr du tout. Je tiens absolument au respect des souverainetés, au maintien des frontières. Et c'est pour ça que ça, on est intraitable. Par contre, sur la partie... au maintien des frontières, j'adore cette idée. Mais bien sûr, nous tenons à la souveraineté. Et c'est pour ça que sur les questions sur le maintien des contrôles de police, on reste stable. Par contre, sur la question de la gestion des boutiques, je suis désolée, finalement, on est le dernier aéroport. Il y a un moment avant-dernier mondial. Cette affaire d'aviation avec cette information qui nous vient des États-Unis, Donald Trump annonce que tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 seront cloués au sol, puisque, dit-il, la sécurité des Américains et de tous les passagers est notre priorité absolue. Toute l'Europe l'avait fait, le monde entier, les États-Unis, à leur tour, interdisent ces avions. Ça permet aussi de démontrer que Airbus, c'était quand même une réussite européenne. Et si on est capable de réussir Airbus, on devrait être capable de réussir autre chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait autre chose. Donc, comment croire il y a la concurrence libre. C'est pour ça qu'il faut investir dans les technologies du futur. On revient à la même chose. On revient à notre point de départ. Il faut réviser l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et faire des coopérations renforcées. C'est exactement le programme de la priorité. J'aimerais qu'on évoque un autre sujet d'actualité, le sujet du retour des enfants de djihadistes français détenus en Syrie. Laurent Nunez, secrétaire d'État à la sécurité intérieure, s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée. Écoutez-le. Ils sont dans la majorité des cas, enfin dans les cas dont nous avons connaissance, détenus avec leurs parents, enfin en tout cas avec leur mère, pour la plupart d'entre eux. Et donc là encore, la question du retour ne se pose pas à l'heure actuelle. Donc les FDS ont fait le choix de faire en sorte que les enfants restent avec leur mère. Donc et pour l'instant, il n'y a pas de retour envisagé. Alors, pour l'instant, pas de retour envisagé pour ces enfants de djihadistes français en Syrie. Est-ce qu'il faut les faire revenir à tout prix, gouverner ici?
Mais c'est la même chose que précédemment sur le sujet des djihadistes en général. Il faut que le droit puisse s'appliquer. S'ils veulent revenir en France parce qu'ils ont la citoyenneté française, il faut qu'on puisse les accueillir et les prendre en charge. Et tous ceux qui doivent être judiciarisés pour les parents, etc. Enfin, c'est la même. Là-dessus, je vais plutôt tomber d'accord avec l'exécutif et avec la majorité. On a une responsabilité. En plus, on signe des textes internationaux sur les droits de l'enfant. Bon, c'est pas pour une fois parce que ce sont des enfants de djihadistes balayer ça d'un revers de la main. Enfin, si la patrie des droits de l'homme ne sait pas faire ça, si on ne sait pas prendre en charge des enfants, faut mettre la clé sous la porte. Sébastien Chenu. Non, moi je suis évidemment pas d'accord sur le fait du retour des djihadistes. Moi je crois qu'il faut se donner tous les moyens pour empêcher le retour de ces barbares sur notre sol, y compris les déchoirs de la nationalité, puisqu'ils sont entrés en guerre avec les valeurs de notre pays. Sur les enfants, les mineurs, il y a, je crois, une clause. Alors c'est pas celle du cas par cas, qui juridiquement, sincèrement, tient pas la route. J'entendais le ministre ce que disait le président Macron aussi. On peut regarder. Je vois pas tellement comment on peut regarder au cas par cas où on est mineur, où on est majeur. C'est ça la règle. Et lorsqu'on est mineur, je pense qu'on peut on peut revenir si la famille n'est pas djihadiste en France et s'il y a une famille qui n'est pas djihadiste et qui est prête à accueillir un enfant mineur, on peut peut-être l'envisager. Ou si les services sociaux, s'il n'y a pas de tuteur légal, peuvent le faire. C'est à peu près la seule exception que je vois qui puisse être concevable en ce qui concerne un enfant mineur français qui serait évidemment sur ce territoire et dont on imaginerait qu'il puisse revenir. C'est la seule exception, mais c'est pas du cas par cas. C'est simplement appliquer une règle qui existe déjà. Sarah Ellery, sur cette question. Sur cette question, difficile. Il n'y a pas d'embarrassé ou pas embarrassé. Il y a une réalité. Il faut absolument. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui, qui sont dans des situations violentes. Ils sont eux-mêmes déjà embrigadés. Il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça que le cas par cas, c'est ça. C'est finalement regarder jusqu'à quel point. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, c'est la même chose qu'un enfant de 17 ans? Moi, je pense qu'il faut. Le cas par cas, c'est cette analyse. C'est creuser, c'est prendre en considération. Mais c'est prendre en considération. Non, ça, c'est à la gueule du client, ça. Non, c'est prendre en considération la réalité, à quel point ils ont été exposés à la violence. Est-ce qu'eux-mêmes ont été violents ou pas? Et finalement, prendre de la... Je pense que là, il faut prendre du calme et trancher. Trancher calmement, mais trancher certainement. Mais trancher en Syrie ou en France? Là, c'est le vrai sujet. Mais non, mais bien sûr, c'est le vrai sujet. Il n'y a pas de retour comme ça des djihadistes. Enfin, la position a été très claire. Le Premier ministre a été très clair également. Quand on a combattu, alors il faut être jugé dans ce pays. Point. Moi, j'ai aucune hésitation sur le sujet. Ma conviction, c'est que les enfants, on doit les accueillir. Ils n'ont rien demandé. Ils sont victimes, j'ai envie de dire, de choix de leurs parents. Leurs parents ne sont victimes de rien du tout. Ils ont fait un choix. Il faut les juger sur place. Il n'est pas question, de mon point de vue, de les faire revenir. À un moment donné, en responsabilité d'adulte, une femme, un homme a fait le choix d'aller en Syrie, d'aller en Irak. Je suis désolé, quand quelqu'un, un ressortissant français, commet un crime à l'étranger, il n'est pas jugé en France. Il est jugé à l'étranger. Il est emprisonné à l'étranger. On a de nos concitoyens qui ont fait du trafic de drogue à l'étranger, ils ont pris perpétuité. Ils sont en prison à l'étranger. Et vous voudriez qu'on fasse exception pour les djihadistes, qu'on les fasse revenir, alors qu'on a des prisons qu'on ne sait pas gérer, qui sont des cocottes minutes. On a des gens dont on nous dit, ils vont sortir là à une centaine, ils vont être libérés de leur peine. Il faut 20 agents de sécurité, donc secrets, d'agents secrets, pour suivre un djihadiste potentiel, donc un fichier S dangereux potentiellement. Mais ça n'est pas sérieux. Je veux dire, on ne va pas créer des problèmes sur les problèmes que nous avons, que nous ne savons pas créer. Aujourd'hui, vous avez des délinquants de droit commun qui rentrent en prison. Non. Vous avez des délinquants. Est-ce que je pense que quand même, en tant que parlementaire, ça doit vous interpeller. On a des délinquants de droit commun aujourd'hui qui rentrent en prison pour braquage, ils sortent, ils sont djihadistes. Alors, on a quand même un problème. Je veux dire, la prison, c'est une fabrique de djihadistes. Et vous voulez surenchérir et faire venir des gens de Syrie ou d'Irak qui ont fait un choix qui était effectivement d'aller au djihad là-bas, de combattre la France, de combattre nos valeurs, d'aller avec la barbarie pour les mettre en prison chez nous. Mais ce serait fou. On a toujours été pour le jugement. On a toujours été pour le jugement. C'est la position du gouvernement. Mais ça va. C'est la position du gouvernement. Non, mais n'importe quoi. Pas pour ce qui concerne ceux qui sont détenus par les Kurdes. La position du gouvernement est extrêmement claire et elle rejoint exactement la vôtre, à savoir que les gens seront jugés là-bas, condamnés là-bas. S'ils exécutent une peine, ils restent effectivement français. Donc une fois que leur peine sera exécutée, on verra bien ce qui se passera. Et en tout cas, en ce qui concerne les enfants, si on veut parler de cas par cas, c'est qu'effectivement, il y a une autre question qu'on peut quand même poser. Un enfant, djihadiste ou pas, a des parents.
Et donc, il y a cette idée de dire, on doit pouvoir les accueillir, je vous rejoins là-dessus. Maintenant, il y a aussi une discussion à savoir, est-ce qu'on va séparer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en très bas âge, est-ce qu'on sépare les parents ou pas des enfants? Heureusement que vous le séparez. Non, mais attendez. Un enfant aujourd'hui qui est sous l'égide de parents djihadistes, sauvez-lui la vie. Donnez-lui une seconde chance. Il est français, accueillons-le chez nous, si vous dans une famille d'accueil. Ne soyons pas caricaturaux. C'est loin d'être la caricature. Il y a des gens aussi qui réalisent. Non mais on peut pas ne pas rentrer dans la notion de justice avec une écoute de la personne qui est accusée. On porte pas sur son front, je suis djihadiste et je suis comme tous les autres. Il y a des influences, il y a des moments difficiles. Donc moi je suis, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de cas par cas, sur le principe d'accueillir tous les enfants, je signe avec vous. Sur le principe de étudier les cas pour savoir dans quelles conditions on les accueille, il est important de le souligner. Non, mais c'est... Voilà ce que je dirais. C'est toutes les limites du en même temps. En fait, on comprend jamais où vous voulez en venir. Vous voulez ménager la chèvre et le chou. Et en fait, lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts économiques des Français, vous n'êtes pas au rendez-vous. Lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité des Français, vous n'êtes pas au rendez-vous. En réalité, vous êtes dans un brouillard permanent. Vous nous racontez, en fait, tout et n'importe quoi. Tout est le contraire de ce que... Non, mais un enfant de 4 ans menace pas la sécurité des Français. Non, mais en fait, vous n'avez pas de ligne directrice parce que vous ne savez pas où vous emmenez ce pays. Et c'est bien. Finalement, ça nous ramène au premier sujet. C'est un bateau ivre que celui que mène le gouvernement et le président Macron. Vous ne savez pas où vous emmenez ce pays et c'est maintenant visible dans tous les sujets, sur tous les sujets. Il faut faire un moratoire sur tous les visages. Le gouverneur ici, sur la etc. question de la sécurité que ça pose dans notre pays. Non, mais clairement, il y a des enjeux de sécurité en matière d'islamisme djihadiste dans le pays. Et j'entendais parler tout à l'heure des prisons. Il se trouve que cette semaine, j'ai fait quelques visites, et notamment à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, là où le mouvement des surveillants pénitentiaires avait commencé les dernières. Et ils ont obtenu d'avoir des effectifs supplémentaires dans cette prison-là, suite à leur mouvement, comme quoi se mobiliser, ça sert. Mais surtout, ils ont un quartier d'évaluation de la radicalisation qui est sur place. Et, avec un bilan ? Bah justement, c'est ça le problème, c'est que ça fait déjà un peu plus d'1 an et demi qu'ils y sont, une fois que c'est repris, en fait c'est suivi par les services de renseignement de l'administration pénitentiaire. Mais les professionnels qui les prennent en charge, qui les évaluent, n'ont pas de retour sur ce qui deviennent les gens qu'ils ont évalués, donc ils ne savent pas si leur évaluation... elle va dans le bon sens, elle est bonne, etc. Alors on peut dire c'est le début, mais quand même, faut faire ces retours d'expérience. Clairement, les professionnels ont besoin de discuter. Et puis parce que des fois, on a vu un peu large, quoi. On évalue la radicalisation, il y en a, on se dit, bah non, c'est pas du tout radicalisé. Là, on a peut-être vu trop large, quoi. Bon, donc il faut aussi. Mais c'est surtout que parce que l'abbé en Normandie qui s'est fait égorger, c'était quelqu'un dont les services judiciaires avaient dit. On peut le laisser sortir donc avec un bracelet. Il n'y a pas trop de danger, le père Hamel. Donc vous avez vu, pas trop de danger, ce que ça a donné. Non mais attendez. Non, mais il n'y a pas d'attendez. Bah si, il y a d'attendez parce que... Il y a la sécurité avant d'attendre. Premièrement, le risque zéro n'existera jamais. Non mais je le dis, jamais. Et prétendre le contraire, c'est une bêtise politique et intellectuelle. Deuxièmement, quand vous avez des gens qui sortent de prison avec des aménagements de peine, des délinquants de droit commun, d'accord, vous avez une proportion, une statistique de récidive. D'accord ? Sauf qu'on sait que quand on fait des aménagements de peine, il y a moins de récidives que quand on les maintient en prison. Alors vous voulez quoi ? Qu'il y ait plus de gens qui récidivent ? Ne parlez pas de droit commun, on parle de djihadistes. On parle de gens qui peuvent égorger d'autres gens. On ne parle pas de voleurs. Attendez, ne mélangez pas tout volontairement. Le débat, il est sérieux. Non, je suis en train de vous parler de... Il est sorti, là. Non, je suis en train de vous dire, pour l'exemple de ce jeune qui était sorti avec une peine aménagée, qui était suivi pour radicalisation et qui avait fait état devant les services, je dirais, d'un peu de rédemption, en disant non, mais c'est bon, je vais abandonner. Je vous dis qu'on est sûr de rien. C'est tellement dangereux aujourd'hui. Mais les peines aménagées pour ces gens-là, je suis désolé. Ça nous éloigne des enfants djihadistes. Revenons sur le sujet des enfants djihadistes. Voilà. Oui, parce que... Et pour les prendre en charge, ce sont des enfants, nous avons des services pour le faire. Services sociaux de l'aide à l'enfance. S'il y a un sujet dans le pays quand même, parce qu'on l'a vu notamment sur la question de la justice des mineurs, il y a un rapport qui a été rendu en commission des lois, l'accueil de l'enfance en danger est quand même un peu compliqué dans le pays. Les départements sont en difficulté sur le sujet. Et l'État doit pouvoir venir les aider. Pardon d'être un peu... Mais c'est la réalité. On parle du retour d'enfants... Mais parce qu'il y en a déjà qui sont ici. Et qui parfois peuvent revenir dans leur famille, chez les grands. Vous croyez quoi ? C'est une première nouveauté. Donc on n'est pas en train de refaire le procès de l'accueil de l'enfance. Il y en a déjà qui sont revenus qu'on accueille ici dans les services. Et on est déjà en difficulté, en général et en particulier sur cette thématique-là. Il faut mettre les moyens dessus.
Bah oui. Et il faut mettre les moyens Je dessus. rappellerai qu'il y a 1100 je vous parle du postes quartier. de gardiens de Attendez. prison ouverts. Hein, Bah ouais, qui mais ne sont pas pourvus mais ils sont ouverts Et pourquoi dans le budget. Et pourquoi ils ne sont pas pourvus? Bah, on est en train de chercher. parce que, je vais vous dire Il y a pourquoi. aussi Parce qu'on les très paye mal mal. payés. Parce qu'on les paye mal. Non, mais Ils sont attendez, payés attendez. 200 € de moins net par mois qu'un gardien de la paix qui est au même échelon dans la grille indiciaire. Voilà, 200 € de moins net. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font une fois qu'ils sont là? Ils passent le concours de policier national, ils passent le concours de policier municipal, ils passent le concours de gendarme parce que, bah oui, pour un métier aussi difficile et de la sécurité, autant être un peu mieux payé. Et je les comprends parce que c'est un métier difficile et qu'ils ont assez peu de reconnaissance. Et on est allé les soutenir un certain nombre de Et qu'ils fois. risquent leur Moi vie tous les jours. Chaque fois. mais là, Parce qu'il y a nous, des problèmes de parlementaires. sécurité, il y a des Mais là, problèmes. vous êtes le parlementaire, très franchement, il a raison. Je veux dire, on s'est beaucoup préoccupé des projets immobiliers dans le cadre des prisons à construire. Et tous les gouvernements depuis Chirac nous parlent de prisons à construire. Mais les hommes, quand même, à un moment donné, ces gardiens de prison, mais c'est l'enfer qu'ils vivent. Un, ils ne sont pas suffisamment équipés en effectif. Deux, ils n'ont pas le droit de faire des fouilles. Et vous vous rendez compte comment on les expose? Ils ont le droit de faire des fouilles. Attendez, un Non, mais syndicaliste on va vous ici dire sur ça. ce plateau a Oui, dit les nous n'avons syndicalistes pas disent le pas droit. toujours la vérité. Ah d'accord, alors Ah, dites la non. vérité quand ça vous arrange. Karim, Quand ça vous arrange pas, un an de grève des surveillants pénitentiaires, 20 € d'augmentation. Le prix du pas acceptable. mépris de cette profession. Bien sûr. Et on a Et on vu va encore mettre 1,7 les surveillants milliard pénitentiaires, dans les prisons. cette semaine encore, la semaine dernière, avec le problème qu'on a connu, eh bien, réappelé au gouvernement, ils ont eu 20 € d'augmentation. Sincèrement, est-ce qu'on peut traiter les gens qui assurent la sécurité des Français Il y a un de problème cette humain, façon-là? Vous traitez très mal les hommes et les femmes qui assurent la sécurité Un des dernier Français. mot sur ce sujet. On n'est pas le responsable, je vous signale, Oui, de rien, la on politique, sait. Non, non, mais- Oui, la politique d'accord. judiciaire depuis 50 ans. Il y a des progrès réels qui sont en train d'être faits. Encore une fois, ne confondons pas vitesse et précipitation. Non. Ah bah ça, on en est loin, À traiter oui. les uns derrière les autres. Vous êtes arrivé, il y avait 69 000 détenus. On en est à 71 000. Vous avez aggravé la surpopulation carcérale. Non, mais D'accord, non. mais si. Vous pouvez pas si. dire ça. D'ailleurs, vous l'aggravez en ce moment Non, avec mais les vous gilets pouvez jaunes pas par porter- ailleurs. Soit dit en passant. Soit dit en passant. C'est encore un autre sujet. Eh oui, mais ça Gouvernement. faut remplir les Chaque prisons. fois, et puis encore un après, autre il y a sujet. trop de monde, il y a pas assez de Allez, surveillants, un dernier c'est mot un là-dessus. problème. Le métier n'est pas Absolument. Sarah El Il faut Haïry. absolument, Ça, c'est sûr, hein. absolument revaloriser, permettre plus de sécurité, oui, revoir les règles à l'intérieur de la prison et permettre que ce métier reprenne sa place pleinement. Aujourd'hui, dans nos prisons, Mais oui, ne il y a de la votez plus avec la radicalisation. majorité, alors. Oui, il y a de la C'est pas vos radicalisation. propositions, moi, j'en ai quelques-unes. Laissez-la parler. Il y en a Ne un certain l'interrompez nombre, pas. il y en a un certain nombre. Revoir les questions de moyens en nombre. Et oui, peut-être qu'il faut aller plus loin. Revoir la sécurité des familles également des surveillants pénitentiaires parce qu'ils subissent un certain nombre de pressions. Permettre peut-être aussi de passer un moment au sein de la prison et permettre une meilleure, un meilleur après, plus d'évolution à l'intérieur de la pénitentiaire. Mais oui, Mais vous c'est faites quoi dans aujourd'hui- cette majorité, mais en j'ai fait envie de vous dire- Vous j'ai envie faites de quoi vous dans dire cette majorité, en fait? Vous faites quoi dans cette majorité, en fait? Et pas que, on peut aller bien Sarah, plus loin. Vous faites quoi dans cette majorité? Parce que c'est pas du tout ce que vous avez fait. Mais On s'interrompt là-dessus. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Dans un instant, c'est Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 qui recevra Philippe Devilliers. Bonne soirée sur notre antenne.